François Fruleux, bonjour. Bonjour Jean-Didier. Alors, merci de nous accorder une fois de plus de votre temps afin de bénéficier de vos lumières concernant l'actualité et l'actualité jurisprudentielle en l'occurrence concernant les activités éligibles au régime d'exonération du trade. Alors en effet, au cours de cet été, il y a la Cour de cassation en sa première chambre commerciale le 1er juin 2023 qui est venue se positionner en rupture avec la doctrine administrative. Cette fois-ci, l'invalidation porte sur la question de la détermination du champ d'application du régime de faveur et de manière plus spécifique sur la question technique et sensible de la définition des activités commerciales éligibles au dispositif d'exonération partielle. Alors, la portée de cet arrêt est plus délicate à fixer qu'on pourrait le penser de prime abord et dans le contexte actuel, l'analyse technique est nécessaire, sinon précieuse, pour évaluer justement les conséquences concrètes et la portée concrète de cette jurisprudence pour les praticiens qui nous regardent et éviter le risque de surinterprétation et le risque d'exposition à la responsabilité civile professionnelle. Première question, la jurisprudence de la Cour de cassation évoquée, 1er juin 2023, chambre commerciale, relative à la délimitation du champ d'application du régime du trade, est-elle variable ou alors constante? Alors, elle est déjà profuse, abondante, ce qui nous donne le plaisir de nous voir régulièrement. C'est vrai que régulièrement, on constate que la Cour de cassation tranche ces questions et invalide la doctrine administrative. Cette jurisprudence est constante. Le fil directeur est clair. La Cour de cassation est extrêmement vigilante et invalide. Alors, alternativement, pour défaut de base légale ou violation de la loi, les juridictions du second degré qui suivent l'administration fiscale dans une délimitation trop restrictive du régime de faveur, notamment en retenant des définitions trop strictes ou en ajoutant au texte des conditions qu'il ne contient pas. Alors, peut-on dégager les lignes directrices de cette jurisprudence? Oui, on vient de le faire. La jurisprudence rappelle la portée finalement beaucoup plus large que ne l'énonce l'administration fiscale de ce régime de faveur, spécialement pour ce qui nous intéresse maintenant, c'est-à-dire les activités éligibles. Alors la question de la définition précise des activités commerciales posée afin de fixer le champ d'application de l'exonération du régime du trade, est-ce qu'elle est inédite en droit fiscal et si oui, pourquoi est-elle particulièrement délicate? Alors non, cette question est loin d'être inédite. La détermination en droit fiscal des activités commerciales est finalement une question qui est assez classique et on la retrouve régulièrement dans des contextes différents. On la trouve par exemple en matière d'impôt sur le revenu pour déterminer le champ d'application des activités qui relèvent des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. On trouve aussi cette question en matière d'impôt sur les sociétés. Par exemple, pour déterminer si une société de personnes qui serait par exemple une SCI exerçant une activité immobilière exerce une activité commerciale, ce qui la ferait automatiquement basculer dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. On a également des enjeux similaires en matière de TVA ou d'impôt sur la fortune immobilière. Est-ce qu'on peut dire, mais peut-être qu'on enfonce une porte ouverte, que les règles fiscales, et notamment en la matière, sont complexes? Oui, c'est malheureusement le constat qu'on doit souvent faire. Ici, la racine de la difficulté réside en réalité dans la polysémie du terme d'activité commerciale, qui a souvent en droit fiscal une délimitation plus large qu'en droit privé. Tout simplement parce que les articles 34 et 35 du Code général des impôts, qui fixent le champ d'application des BIC, fournissent une définition au terme de laquelle sont des activités commerciales celles qui le sont par nature,
mais également, et c'est l'article 34, en ajoutant des activités qui ne le sont pas et qui sont réputées au plan fiscal, commercial, par l'effet de la loi, par détermination de la loi. Par exemple, une activité de promotion immobilière, on le sait, est exclue par l'article L110-1, deuxièmement du Code de commerce, des activités commerciales, à raison de sa nature. Pour autant, cette activité, au plan fiscal, relève des BIC. Alors justement, est-ce que l'on pourrait considérer qu'il y ait une forme d'infléchissement de la part de la doctrine administrative au regard justement de ces commentaires et de ceux publiés en 2021 et que vous aviez déjà analysés et commentés? Absolument, vous avez raison de le rappeler, on avait eu l'occasion de souligner à l'époque, lors de la publication de ces commentaires, un infléchissement de la doctrine administrative. Et on peut même, au-delà, parler d'un changement de méthode. L'administration fiscale a modifié son analyse quant à la définition même des activités commerciales pour le bénéfice de ce régime de faveur. La nouvelle doctrine est plus restrictive et notamment on avait constaté que selon l'administration fiscale, les activités immobilières de gestion de son propre patrimoine immobilier par la société étaient, selon l'administration, exclues de l'exonération du trade. Ça concerne principalement le sujet qui va nous intéresser ici directement, c'est-à-dire la location d'établissements industriels ou commerciaux loués équipés, et également la question de la location en meublé professionnel. Alors selon vous, comment ces nouveaux commentaires administratifs sont de nature à déterminer plus précisément les activités commerciales au sens de l'article 787B et 787C du CGI au titre du bénéfice du régime du trade? Alors, on voit d'ailleurs précisément ici sur l'écran la position de la doctrine administrative. Elle est à la fois complexe et on avait souligné à l'époque qu'on pouvait douter de sa légalité. La méthode à retenir selon l'administration fiscale est la suivante. Il faut déterminer les activités commerciales éligibles par référence aux règles en matière d'impôt sur la fortune immobilière. Ces commentaires concernant l'impôt sur la fortune immobilière font eux-mêmes référence aux articles 34 et 35 qui régissent les BIC. Donc ça conduit, par l'effet de ce double renvoi, déjà assez complexe, à retenir la définition large du droit fiscal et à inclure les activités commerciales dont on vient de parler par détermination de la loi. Mais, curieusement, et c'est là que l'infléchissement s'est produit, l'administration limite la portée de ce renvoi en excluant certaines activités qui pourtant relèvent des BIC, notamment l'allocation d'établissements industriels et commerciaux loués et équipés et l'activité de location en meublé, même professionnel. Alors est-ce qu'il y a un alignement jurisprudentiel à l'étalonnage réalisé par la doctrine administrative? Non, l'arrêt de la Cour de cassation qui nous intéresse est parfaitement clair. La Cour de cassation ne suit pas l'administration fiscale sur ce terrain, ne valide pas la définition qui est retenue par l'administration fiscale, qu'elle invalide, au contraire, qu'elle censure à un double titre. Alors la matière n'étant pas vraiment simple, c'est un euphémisme et plutôt complexe. Est-ce que vous pourriez justement replanter le décor en contextualisant les éléments et la situation par rapport à cet arrêt du 1er juin? Vous avez raison, là encore le contexte a son importance. En l'espèce, les données factuelles étaient les suivantes. Dans 2 donations partage successives, en 2008 puis en 2010, des parents transmettent à leurs 4 enfants des parts de 3 sociétés, des SARL distinctes. Et l'administration fiscale
suite à un contrôle sur pièces, refuse à ces transmissions le bénéfice de l'exonération au motif que ces sociétés n'exercent pas l'activité de marchand de biens dont les donataires s'étaient prévalus au moment de la transmission. Comment est-ce que les juges du fond ont motivé leur décision? Pour valider la proposition de rectification, la Cour d'appel constate que l'activité de marchand de biens n'est pas exercée et précise que les contribuables ne se prévalent d'aucune autre activité susceptible d'autoriser l'exonération partielle. Et donc, la Cour de cassation retient? La Cour de cassation désavoue cette démarche. Elle considère que cette motivation, en l'espèce, est insuffisante pour donner à cette décision une base légale. Selon la Cour de cassation, à partir du moment où le contribuable se prévalait de cette circonstance, la Cour d'appel aurait dû vérifier si les sociétés en question n'exerçaient pas l'activité commerciale de loueurs d'établissements commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation, susceptibles de rendre la transmission de ces sociétés éligibles au régime de faveur. Alors justement, quels premiers enseignements pratico-pratiques retenir de cette solution jurisprudentielle, et notamment sur le plan de des procédures de rectification? Il y a un premier enseignement qui est effectivement direct et prosaïque, c'est directement la question qui est tranchée ici par la Cour de cassation. L'administration fiscale et le juge de l'impôt ne peuvent pas refuser le bénéfice de l'exonération simplement au motif que l'activité putative qui est allouée à la société n'est pas vérifiée. Si le contribuable, évidemment, soulève cette argumentation, le juge de l'impôt doit vérifier si la société exerce ou non une autre activité qui est susceptible de rendre la transmission éligible au régime de faveur. Alors justement, s'agissant de cette fameuse activité, y a-t-il nécessairement exclusivité? Non, cette activité ne doit pas être nécessairement exclusive, elle peut être principale. Et d'ailleurs, on doit aller au-delà, puisque ces situations ne sont pas nécessairement exceptionnelles. Il est possible également de tenir compte de plusieurs activités qui sont exercées par la société et qui, ensemble, confèrent à cette société une activité principalement éligible. Ce point est d'ailleurs expressément admis par l'administration fiscale. Vous voyez ici sur l'écran cette doctrine administrative qui s'affiche. Alors justement, s'agissant de l'activité exercée par la société, est-ce que l'on peut en tirer quelques éléments de précaution à l'attention des rédacteurs? Oui, en l'espèce, force est de constater que la rédaction de l'acte était perfectible, puisque dans un premier temps, l'acte de donation-partage se limitait simplement à reprendre le texte exigeant la nécessité d'exercer une activité commerciale, et un autre paragraphe indiquait que la société exerçait une activité commerciale de marchand de biens et de gestion locative. Donc c'était quand même assez flou. Il est préférable d'identifier clairement l'activité qui est exercée à titre prépondérant par la société et de vérifier qu'il s'agit bien de l'activité principale de cette société. Alors, toujours de manière très pratique, et s'agissant des activités éligibles, est-ce que cette solution retenue par les hauts magistrats correspond en tout point à celle qui est énoncée dans le BOFIP impôt? Non, c'est exactement l'inverse. Ici, la Cour de cassation énonce que l'activité de location de biens industriels loués équipés est une activité susceptible de rendre la transmission éligible, en visant la commercialité de ces activités telles qu'elles résultent de l'article 35 du Code général des impôts, alors qu'on a rappelé qu'au contraire,
l'administration fiscale énonce explicitement que ce type d'activité n'est pas, selon elle, éligible au régime de faveur. Alors sur la méthode, est-ce que vous pourriez nous amener à disposer des bonnes pratiques de cheminement quant à la définition des activités commerciales éligibles? Oui, on constate ici qu'il existe, en termes de méthodologie, là encore, un décrochage complet entre l'interprétation qui est retenue par l'administration fiscale au BOFIP impôt et ce qui est visé par la Cour de cassation. Le raisonnement finalement de la Cour de cassation est fondé sur le syllogisme suivant. Pour être éligible au régime de faveur, la société doit exercer une activité commerciale. L'article 35 du CGI définit l'activité de location d'établissements industriels et commerciaux comme étant une activité commerciale. Donc une société qui exerce ce type d'activité est susceptible d'être éligible au régime de faveur. Il s'ensuit principalement trois écarts, trois divergences concrètes et méthodologiques entre cette doctrine administrative et la méthode qui est proposée par la Cour de cassation. Alors si on prend le premier écart. L'administration fiscale présente dans sa doctrine, et elle s'est affichée tout à l'heure, présente la possibilité de se référer à l'article 35 du CGI en matière de BIC comme étant une mesure de tempérament, puisqu'elle précise « il est admis que ». Clairement, ça n'est pas la démarche de la Cour de cassation. La Cour de cassation vise directement l'article 35 du CGI, ce qui veut dire que c'est la loi elle-même qui permet de définir les activités commerciales par référence aux règles en matière de BIC. Et le deuxième écart? Le deuxième écart est directement lié au premier. Parce qu'elle considère qu'il s'agit d'une mesure de tempérament, l'administration fiscale se croit fondée dans sa doctrine à énoncer des cas d'exclusion, à limiter la portée de cette mesure de tempérament, notamment en écartant l'activité qui était ici en cause, comme celle de location en meublé, du bénéfice du régime de faveur, en considérant que l'extension de la commercialité ne va pas jusque-là selon l'administration fiscale. Vous disiez qu'il y avait trois écarts, le dernier. C'est peut-être le plus fondamental. On a rappelé que l'administration fiscale, pour définir les activités commerciales, renvoie aux règles en matière d'IFI. Vous constatez ici que dans cet arrêt, la Cour de cassation ne se réfère en aucun cas aux règles concernant cette imposition. Alors est-ce qu'on peut affirmer que la méthode utilisée et retenue par les magistrats de la Cour de cassation pour définir ces activités commerciales éligibles au dispositif s'impose d'évidence au regard des textes actuels? Non, c'est loin d'être le cas. Le texte d'abord. L'article 35 du CGI précise que les activités qu'il définit sont industrielles et commerciales, citons le texte, pour l'application de l'impôt sur le revenu. Donc on voit que le champ d'application est défini clairement par le texte. Ici, la Cour de cassation lui confère une portée beaucoup plus large, ce qui est loin d'être évident. Le deuxième écueil est davantage fondé sur l'esprit de la loi. On constate à bien regarder que ces deux textes que combine ici la Cour de cassation pour parvenir à la solution qu'elle rend, c'est-à-dire l'article 35 et l'article 787b, obéissent à des logiques qui sont très dissemblables. L'article 35 est fondamentalement basé sur une logique d'assimilation. L'objectif qui est poursuivi par le législateur, c'est tout simplement d'éviter que des situations, des activités qui sont similaires, soient au plan fiscal, en raison de leur régime juridique, traitées différemment. Et il a déjà été fort bien
démontré que cette assimilation n'est pas nécessairement cohérente et peut simplement parfois se fonder sur des raisons historiques. Cette commercialité ne préjuge pas que cette activité implique nécessairement l'exploitation d'une entreprise. Alors qu'on sait, la jurisprudence du Conseil constitutionnel à cet égard est parfaitement claire, que l'article 787B du CGI, le dispositif Dutreil, est lui réservé aux seules transmissions d'entreprises au sens économique de cette notion. Alors, est-ce que l'on peut penser ou trouver une cohérence à cette logique? Non, pas forcément. Il y aura nécessairement des situations de frottement. Il est loin d'être évident que le législateur ait voulu permettre à une activité qui a une dominante patrimoniale d'être éligible au régime de faveur. On pense à une personne qui détiendrait un appartement, qui louerait en meublé, qui exerce peut-être une activité qui relève des BIC, pas forcément professionnelle d'ailleurs, sans nécessairement exploiter une entreprise. Alors, comment se fier plus exactement à l'analyse faite en application de et en commentaire de cet arrêt, qui laisse penser que toute société qui exerce une activité commerciale, au sens des articles 34 et 35 du CGI, relève nécessairement de l'éligibilité du régime d'exonération? Alors, c'est précisément, me semble-t-il, l'assimilation qu'il ne faut pas faire. Et je pense au contraire que cet arrêt de la Cour de cassation ouvre la voie à une appréciation concrète de chaque espèce. Et à bien y regarder, on peut déceler dans la motivation précise de la Cour de cassation des jalons qui sont déjà posés en ce sens. Et plus précisément, cet écart peut être décelé en constatant la divergence qui existe entre le moyen du pourvoi et l'attendu de la Cour de cassation. Le moyen indiquait que l'activité de location d'établissements commerciaux était, je cite, une activité commerciale à part entière. Ce n'est pas du tout ce qu'énonce la Cour de cassation, même si elle ouvre droit au pourvoi. Au contraire, la Cour de cassation se limite à énoncer que l'activité qui était exercée par ces sociétés est susceptible de rendre la transmission de ces titres de société éligible au régime de faveur. Ce qui est tout à fait différent. Alors, convenons qu'il y a deux lectures de cet arrêt. Ce susceptible peut simplement se comprendre comme un simple renvoi opéré par la Cour de cassation aux autres conditions que doit par ailleurs remplir la transmission pour bénéficier du régime de faveur. La nécessité d'un engagement collectif de conservation, la souscription d'un engagement individuel, l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction de direction. Mais, et vous avez compris que c'est cette lecture qui a ma faveur, on peut y voir une réserve émise par la Cour de cassation. L'activité est éligible, il n'y a pas de raison de l'exclure a priori du champ d'application du régime de faveur. Ça ne signifie pas que la transmission est ipso facto vocation à bénéficier de l'exonération. Il faut encore vérifier que cette société constitue une véritable entreprise. Donc c'est là encore une analyse tout en nuances qui est faite par Léo Magistrat. Si cette lecture venait à se confirmer et à être consacrée de manière pleinement pérenne, que devrions-nous en penser sur le plan pratique? Je pense que, ce faisant, la Cour de cassation aurait retenu la bonne analyse. Je pense qu'en effet, la lecture
Et le champ d'application que donne la Cour de cassation au texte est à la fois, quant aux activités éligibles, beaucoup plus convaincante et beaucoup plus pertinente que celle de l'administration fiscale qui, on l'a vu, était confuse avec ce renvoi partiel à l'ISF, alors qu'aucun texte ne fait référence à cette imposition. Pour autant, avec cette limite, avec cette application concrète, la Cour de cassation réserverait également l'exonération aux seules transmissions qui fondamentalement sont concernées, c'est-à-dire les véritables transmissions d'entreprise. Donc finalement, cette jurisprudence me semble à la fois pertinente et équilibrée. Merci François de cette mise en perspective de cette récente actualité jurisprudentielle, en l'occurrence cet arrêt rendu par la Cour de cassation en sa chambre commerciale le 1er juin dernier 2023.